Merci. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je m'appelle Wissam, je travaille chez Worldline et aujourd'hui, je vais parler en particulier d'un projet qui s'appelle SmarterBots et dans lequel l'idée, c'est d'améliorer en fait un agent dialoguant en utilisant les progrès actuels qu'il y a dans le traitement automatique du langage. Alors, je me permets juste d'abord d'introduire Worldline. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur majeur du paiement et des transactions. Donc, en particulier, il est leader européen et c'est le quatrième mondial sur le domaine. Sans le savoir, dans votre quotidien, vous utilisez peut-être des services qui sont opérés par Worldline, par exemple, lorsque vous payez pour des transports, si vous payez en ligne des choses, si vous achetez un billet, par exemple, sur Voyage SNCF, etc. C'est possible que derrière, en fait, ce paiement il soit opéré par les services de Worldline. Donc, Worldline, c'est une boîte d'environ 20 000 personnes qui est présente dans de nombreux pays, qui a une présence commerciale quasiment partout. Il y a 4 branches principales, donc qui travaillent avec les marchands, donc pour faire en sorte que les marchands puissent opérer du paiement dans leurs magasins, mais aussi pour proposer des solutions généralement pour le retail, donc les grands magasins pour qu'ils puissent faire du click and collect, du drive, etc. Worldline fabrique et vend et maintient des terminaux de paiement, notamment depuis l'acquisition d'Ingenico. C'est une activité qui a pas mal augmenté. Donc voilà, vous avez peut-être vu déjà des terminaux Worldline ou au moins Ingenico. Il y en a beaucoup en France. Voilà, c'est une partie de son activité. Il y a aussi travail autour des systèmes de ticketing en Île-de-France, mais aussi dans pas mal d'endroits. Donc là, par exemple, à Lyon, on pourra bientôt utiliser sa carte bancaire comme moyen de transport. Et donc, Worldline contribue à ce projet-là. Et enfin, elle travaille avec les banques, forcément, vu qu'il y a du paiement. Et donc, permettre notamment de mettre en place les solutions de paiement pour qu'un porteur de carte puisse payer, mais aussi pour qu'un magasin puisse acquérir du paiement. Il y a aussi la partie, alors c'est là où en fait il y a un lien avec les bots. Il y a la partie digitalisation à la fois du retail, mais aussi de la banque. Donc, tout ce qui est application mobile pour les banques, mais aussi les produits pour faire de la messagerie sécurisée pour les banques ou des agents dialogants. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le projet SmarterBot s'inscrit au Labs. Donc, moi, je suis en particulier dans le département recherche et développement de Worldline, qui s'appelle Worldline Labs, dans lequel on a plein de sujets. Donc, il y en a en lien avec forcément de la sécurité, cryptographie, etc. pour le paiement. Mais il y a aussi des sujets en lien avec le machine learning pour, par exemple, faire de la détection de fraude sur du paiement, mais aussi pour justement les agents dialogants qui sont développés pour la banque digitale. Il y a des sujets autour du traitement du langage et notamment des agents dialogants. Donc voilà, je rentre dans le sujet. Le SmarterBots, c'est un projet qui a pour but d'essayer de rendre les bots existants un peu plus intelligents. Il y a plusieurs axes. Améliorer leur compréhension de façon générale, faire en sorte de traiter une conversation un peu plus dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a pas mal de traitements qui sont faits uniquement sur la dernière demande de l'utilisateur. Donc, essayer de contextualiser ça par rapport à de l'historique dans la conversation, ça peut être un axe d'amélioration. La capacité d'un bot à utiliser de la connaissance, qui est sous certaines formes, peut-être un site internet, de la documentation, pour être capable d'injecter cette connaissance dans un agent dialogant pour qu'il puisse répondre plus efficacement à des questions. Et enfin, faire en sorte qu'il soit un peu plus proactif, qu'il soit capable de recommander des choses par rapport à ce que l'utilisateur a discuté. Donc, pour améliorer un bot avec du traitement du langage, il y a plein de briques du traitement du langage qu'on peut utiliser. Il y a, dans le cadre de cette présentation, alors j'y reviens parce que je ne l'ai pas précisé, nous, aujourd'hui, on va parler essentiellement des progrès qu'on a fait dans cette direction, donc utiliser de la connaissance déjà disponible pour améliorer un agent dialoguant. Alors, pour ça, il y a plusieurs briques du traitement du langage qui peuvent être utiles. Il y a, par exemple, être capable de mesurer de la similarité entre deux textes ou deux phrases. On peut se servir aussi de traduction automatique. Ça, c'est pour gérer des sources qui pourraient être dans plusieurs langages. Mais au-delà de la traduction automatique,
On s'intéressera aussi à tous les aspects de traitement un peu multilingue. Comment on fait pour faire des modèles qui savent généraliser d'une langue à l'autre ou qui savent traiter plusieurs langages en même temps. L'analyse de sentiments, donc là, ce n'est pas le cœur du sujet, mais c'est quelque chose qui est utile dans les agents dialogants pour essayer de se rendre compte de la satisfaction de l'utilisateur. La recherche d'informations, donc ça, c'est utile par rapport à ce dont on va discuter. L'extraction et la mise en forme d'informations. Et une tâche qui s'appelle le question answering, dont on va pas mal parler. Alors, juste une petite introduction, comment fonctionne généralement un bot. La plupart des librairies qui vous permettent d'implémenter des chatbots, ils reposent sur à peu près le même principe, en fait. Donc, forcément, il y a une interface, une plateforme de messagerie que l'utilisateur va utiliser pour poser ses questions. Cette interface, elle est connectée à un moteur conversationnel qui formate et envoie une réponse à la plateforme de messagerie qui est affichée pour l'utilisateur. Donc, dans le moteur de conversation, classiquement, ce qu'il y a, c'est deux choses. Il y a ce qu'on appelle un moteur de classification d'intention. Donc là, en fait, il faut que, en tant que développeur d'un bot, il faut essayer d'imaginer les scénarios possibles qu'on va avoir dans notre agent dialogant. On va se dire, par exemple, j'ai envie que mon agent dialogant il soit capable de reconnaître quand l'utilisateur, simplement, il me dit bonjour. Donc, je vais avoir une classe bonjour. J'ai envie de savoir aussi, si on prend le domaine bancaire, quand l'utilisateur il me pose une question pour trouver une agence, quand il me demande de prendre rendez-vous avec son conseiller, quand il me demande de faire un virement, etc. Donc, on va définir comme ça tout un tas d'intentions qu'on pense que l'utilisateur va avoir. Ça va être nos classes. Et après, en fait, on va avoir un problème finalement de classification où on va avoir la phrase de l'utilisateur, on va essayer de la classer selon ses classes. Donc là, ça nécessite évidemment de créer un jeu de données pour l'administrateur du bot, dans lequel il donne des exemples de phrases pour chacune des classes. Ça, c'est le principe général. Et après, en fait, en fonction de l'intention qui a été déterminée, on a une réponse qui est prévue, toute scriptée, qui est renvoyée à l'utilisateur. Alors, des fois, on complémente un peu ça avec l'extraction d'entités. Je vais prendre un exemple. Si l'utilisateur il dit « j'aimerais que tu m'indiques où se trouvent les agences de la banque à Lyon », en plus de l'intention de localiser des agences, on va se rendre compte que l'utilisateur il parle spécifiquement de Lyon parce qu'on va extraire une entité de type lieu qui sera Lyon et on va l'utiliser ensuite comme paramètre pour envoyer la bonne réponse par rapport à l'entité qui a été sélectionnée. Et j'ai ajouté un point, c'est le small talk. Souvent, on essaye de rajouter des intentions en plus, parce que les gens aiment bien jouer avec les bots, commencent à poser des questions un peu aléatoires. Donc, on essaye de prévoir aussi un comportement pour ces questions-là. Alors, le problème avec cette approche, c'est que l'utilisateur, enfin le développeur du bot, il ne peut pas penser à toutes les questions que les gens vont avoir envie de poser. En plus, souvent, un chatbot, il va être développé, une compagnie, quand elle va en développer un et le mettre sur son site Internet, souvent, elle le voit comme un canal supplémentaire pour les utilisateurs pour qu'ils posent des questions générales et qu'ils obtiennent des informations assez générales sur la compagnie. Ces informations générales, elles sont souvent déjà sur le site Internet, sous forme de FAQ, sous forme de documentation. Et ce qu'ils veulent, c'est que le chatbot il soit capable de répondre par rapport au contenu qu'il y a sur ce site-là. Donc, on peut essayer de s'amuser à penser à toutes les questions qu'on pourrait poser et prévoir toutes les intentions, etc. Ça peut être un peu lourd. Puis, de toute façon, il y aura toujours des questions auxquelles on ne pensera pas, dont la réponse serait potentiellement sur ce contenu-là. Donc, en fait, une façon d'améliorer ça, c'est peut-être se dire, il faut que je trouve un autre moyen d'intégrer cette connaissance externe qui est disponible dans de la documentation, dans mon site web, etc. Et que mon bot soit naturellement capable d'aller chercher dedans. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle le question answering, question-réponse, et essayer d'extraire une réponse ou voire d'en générer une bien formée, mais en tout cas d'aller chercher la réponse automatiquement dans ce contenu externe. Donc nous, on va parler de ça, comment on fait pour faire cette partie-là. Donc, comment est-ce qu'un bot peut aller répondre aux questions, peut répondre à des questions en utilisant ces données externes qui sont plus ou moins structurées. Une première chose qu'on peut faire, si la donnée
qui est disponible, elle est un petit peu structurée. Par exemple, si on a une FAQ sur notre site internet, qu'on veut l'intégrer dans notre bot, typiquement, si on veut qu'un utilisateur pose une question et que cette question existe déjà dans la FAQ, on voudrait pouvoir utiliser la FAQ pour fournir la réponse associée. Donc, la FAQ, c'est un peu structuré dans le sens où c'est une liste de couples, questions-réponses. C'est pas juste du texte libre. Et donc, on peut exploiter cette structure pour faire quelque chose. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle du retrieval question answering pour intégrer des FAQ. Donc, le principe, c'est quand l'utilisateur il va poser une question, on va regarder s'il y a des questions similaires dans la FAQ. Et s'il y a une question, par exemple, qui est très similaire, on pourrait directement renvoyer sa réponse. Éventuellement, si on a un peu de doute, on peut envoyer à l'utilisateur, est-ce que vous voulez dire plutôt ça ou plutôt ça, et lui laisser le choix. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est que on aimerait bien avoir un module qui permet, étant donné une question, de trouver dans la FAQ la similarité avec des questions. Alors pour ça, il y a plusieurs approches qui sont possibles. Il y a des approches qui vont nécessiter aucun apprentissage spécifique à faire dans notre bot. L'idée, c'est d'utiliser des méthodes qui vont apprendre une représentation des différentes questions et ensuite faire une sorte de fonction de similarité. Et on peut aussi avoir des approches spécifiques d'apprentissage. Si par exemple, on se dit, voilà, moi je suis dans un domaine assez spécifique, il y a du vocabulaire qui dépend fortement de mon domaine, un jargon particulier. Donc là, j'aurais besoin peut-être d'apprendre à un modèle comment identifier cette similarité entre les questions. Alors, l'avantage du coup des méthodes sans apprentissage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre des données, donc c'est super. On pourrait intégrer un module un peu générique dans un bot. Et après, ce bot, il pourrait être capable de prendre n'importe quel FAQ et l'utiliser sans avoir sans qu'il y ait la nécessité pour quelqu'un de venir ajouter des choses en plus. Donc, une méthode sans apprentissage qui pourrait être simple, ce serait de se dire, voilà, on a toutes les questions de ma FAQ. L'utilisateur pose une question, comment je vais essayer de calculer ma similarité? Je vais utiliser une heuristique, vraiment une distance entre chaînes de caractères. Ça, c'est vraiment une idée vraiment très simple. On peut utiliser des distances de Levenshtein, voire des choses qui… c'est vraiment quelque chose qui regarde un matching entre deux chaînes de caractères et qui compte les substitutions qu'il y a éventuellement, qui font que ça pénalise un peu le score. Mais du coup, il y a quand même besoin d'un matching assez fort et l'utilisation quasiment des mêmes mots. Pas forcément idéal. On peut utiliser dans la même idée, mais des choses un peu plus avancées qui viennent un peu du domaine du traitement du langage. Notamment se dire on va encoder les différentes phrases de la FAQ avec des sacs de n-grammes ou du TF-IDF. Et donc ensuite, dès que la question d'utilisateur arrive, on l'encode de la même façon et on calcule la similarité, par exemple, du cosinus entre la question de l'utilisateur et les différentes questions de la FAQ. Après, on peut aller un peu plus loin, utiliser des techniques qu'on pourrait qualifier de transfert, dans le sens où on va utiliser des embeddings de mots ou de phrases appris avec des modèles. On va les appliquer sur les questions de la FAQ et les questions de l'utilisateur et calculer aussi une similarité entre les vecteurs. Pour les méthodes par apprentissage, donc là, ça nécessite que l'utilisateur il donne des exemples de questions qui matchent avec les questions de la FAQ, donc qu'il fasse un effort en plus que juste intégrer sa FAQ. Alors, on peut voir deux modes d'apprentissage. Soit on se dit que chaque question de la FAQ, c'est une classe, et dans ce cas, on va faire de la classification multiclasse. Et du coup, ça nécessitera que quand même, pour chacune des questions de la FAQ, on donne quelques exemples de phrases qui matchent, donc ça peut être assez lourd. Sinon, on peut voir le mode avec un peu d'apprentissage comme juste une surcouche par rapport aux méthodes sans apprentissage. Ça veut dire que de la même façon, on va avoir ma question de l'utilisateur et la question de la FAQ qui vont être encodées avec un embedding de phrases déjà pré-entraîné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un réseau de neurones supplémentaire qui va prendre la représentation un peu générique, l'ajuster en une nouvelle représentation. Et c'est sur cette nouvelle représentation qu'on va calculer la similarité, plutôt que de calculer la similarité directement sur la représentation générique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des exemples de phrases qui matchent par rapport à notre domaine en particulier et de phrases qui ne matchent pas.
Et ce réseau de neurones, il va s'ajuster de sorte à favoriser la similarité quand ça match et à la défavoriser dans d'autres cas. Ça s'appelle les réseaux siamois. Alors, pour intégrer ça vraiment dans un bot, on a fait une petite étude. Hein. C'est vraiment donc à la fois on a des activités qui sont plutôt de la recherche où on travaille sur des datasets publics. Là, sur ce cas précis, on a travaillé sur un dataset bancaire histoire de vraiment voir sur un domaine qui nous intéresse comment ça fonctionne. Donc, on a pris par exemple, juste pour tester la FAQ d'une banque. On a donc pour chacune des entrées de la FAQ, on a proposé des formulations alternatives. Pour ces formulations alternatives, ce qu'on essaie de voir, c'est que les différentes méthodes que je viens d'évoquer, ce qu'on essaie de voir, c'est quelles entrées de la FAQ elles recommandent comme étant pertinentes par rapport à la question formulée. Et on essaye de voir justement si la question de la FAQ qu'elle considère comme la plus pertinente, c'est bien la question qui était associée à la question qu'on a formulée. On regarde donc du coup, ça c'est la précision à 1. Mais on regarde aussi en fait le top 5 envoyé par la méthode de similarité. Et est-ce que dans ce top 5, au moins, il y a la question qui rapportait à ma question d'origine. On a aussi mesuré des choses comme la vitesse, puisque là, on a vraiment des contraintes de l'intégrer dans un bot qui doit répondre en temps réel à l'utilisateur et l'espace mémoire pour des questions de déploiement. Donc, les méthodes vraiment des distances entre chaînes de caractères, ça fonctionne pas forcément très bien. Donc, ça veut dire que là, sur notre exemple, que dans 50% des cas, la question la plus similaire identifiée par la distance de Jarrow-Winkler, elle est pertinente. Sur des approches, donc juste si on utilise des encodages classiques en traitement du langage, par exemple, on fait un sac de mots sur les questions de la FAQ et on utilise une similarité du cosinus, on booste déjà un petit peu ces performances-là. Si on choisit un TF-IDF sur des chaînes de caractères en prenant plusieurs tailles de séquences de caractères, on arrive à booster assez bien les performances. Alors, ça, c'est un peu empirique en fait au niveau du choix, mais l'idée, c'est que on arrive à matcher des parties de mots en fait si on fait du TF-IDF plutôt sur des caractères plutôt que sur des mots. Et donc, ça permet quand même de matcher dans pas mal de cas. Là, dans 97% des cas, le top 5 renvoyé par une similarité du cosinus basée sur du TF-IDF avec des 4 grammes de caractères, ça marche assez bien. Et après, quand on utilise des embeddings, donc là, on a utilisé Universal Sentence Encoder, on a utilisé la version multilingue puisqu'elle fonctionne également en français. Après, elle fonctionne également en crosslingue, mais on arrive à avoir des résultats quasi parfaits sur le top 5 et des résultats qui sont assez prometteurs aussi pour le top résultat renvoyé de la FAQ. Ça marche bien et on reste sur des temps d'inférence, là c'est en secondes, qui sont réalistes pour faire du temps réel. Et après, quand on ajoute de l'apprentissage en plus, donc on a essayé avec des réseaux siamois où quand on commence à mettre à peu près une phrase qui match avec chaque entrée de la FAQ, les résultats ils sont encore améliorés par rapport à ces méthodes sans apprentissage. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est on déploie d'abord un module qui est basé sur des embeddings pour faire de la similarité. Donc, ça nous permet d'intégrer automatiquement des FAQ dans un bot et que quand un utilisateur il pose une question similaire, on peut lui répondre. Et au fur et à mesure du temps, si par exemple l'administrateur du bot dit « Ah, là, ça matchait bien, cette phrase-là, elle matchait bien avec telle entrée », en donnant quelques données supplémentaires, on peut entraîner un réseau siamois par-dessus pour améliorer continuellement les performances. Juste un petit mot sur le déploiement. Pour déployer ce genre de choses en production, ce qu'on peut faire, c'est une des possibilités, c'est, si vous connaissez, c'est une librairie qui s'appelle Flask en Python, qui permet d'implémenter des API. Donc, pour donner une idée, ouais, on a implémenté un module basé sur Flask qu'on peut déployer sur un serveur. Il a dans l'API, il y a un appel qui permet de fitter une FAQ, c'est-à-dire que là, on lui envoie une liste de questions. Ce qui fait le module, c'est qu'il va calculer la représentation par MUSE ou TF-IDF de chacune de ces questions et les stocker. Et ensuite, on peut lui envoyer une question de l'utilisateur et lui demander quelles sont les entrées de la FAQ qu'on a fitées qui matchent le plus avec cette question
Et le module nous renvoie quelque chose de ce goût-là avec la top question, voilà son identifiant et voilà le score. Voici la deuxième question et son identifiant et son score, et ainsi de suite. Donc, on peut intégrer ça dans un bot de cette façon. Ça, c'est pour la partie si on a des données un petit peu structurées comme une FAQ, qui finalement est une liste de questions, donc on peut faire directement du retrieval dessus. Maintenant, si on a des données un peu moins structurées, donc si juste on a de la documentation, du texte libre, on peut quand même faire des choses. Pour ça, on va plutôt faire du question-réponse en domaine ouvert. Donc là, typiquement, on peut avoir de la documentation comme ça sur un site internet. Donc ça donne, c'est de la documentation sur les conditions générales sur un compte bancaire, etc. On peut aussi imaginer que cette documentation, c'est simplement Wikipédia. Et donc, en fait, ça, on peut le voir comme une liste de documents. Et on aimerait mettre cette liste de documents dans un bot. Et quand on lui pose une question, il sait aller chercher la réponse précisément dedans. Alors, pour faire du question-réponse en domaine ouvert, comment on peut procéder? Souvent, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle de la recherche d'informations. Donc, on va avoir une certaine base de documents. Si on utilise Wikipédia, elle est assez massive. Et ce qu'on veut, dans un premier temps, c'est déjà filtrer un peu. Ça veut dire on veut réussir. On a, mettons, 40 millions de passages dans Wikipédia. On veut réussir à trouver un top K, peut-être le top 100, qui est pertinent par rapport à la question de l'utilisateur. Ensuite, on va essayer de trouver la réponse uniquement dans ce top. Alors, pour faire du retrieval, le principe, c'est quasi le même que le retrieval question answering, dans le sens où on va avoir une question qu'on peut encoder d'une certaine façon. On va avoir des documents que de la même façon on peut encoder, et on va calculer une similarité entre la question et les documents. Il y a à nouveau des modèles de recherche d'informations qui sont parcimonieux, sparses, et il y a des méthodes qui sont denses. Les méthodes sparses, justement, c'est des encodages qui sont parcimonieux comme TF-IDF. À côté de ça, il y a des modèles denses qui s'appuient sur plutôt des embeddings, et typiquement, aujourd'hui, c'est souvent des choses à base de transformers. Donc, pour identifier un bon retriever, on a fait également des benchmarks. Donc, on s'est dit, on va prendre plusieurs datasets de question answering. Donc, vous en reconnaissez peut-être quelques-uns. Et sur ces datasets, on a à chaque fois des questions et des réponses. Donc, pour chacune des questions, on cherche dans tout Wikipédia ce qu'un retriever nous renverrait comme étant des documents pertinents. Ici, on regarde le top 5 renvoyé par l'approche par rapport à la question posée. Et on va regarder dans ce top 5, dans combien de… plutôt, est-ce qu'il y a au moins un de ces documents du top 5 qui contient la réponse à la question? Et la réponse, on la connaît. Donc, par exemple, en utilisant BM25, si on prend toutes les questions de Squad V1, dans 52% des cas, BM25 nous renvoie un top 5 de documents qui contient la réponse posée, à la question posée. Donc là, on a comparé plusieurs retrievers. Alors, sur Squad, BM25 fonctionne assez bien parce que les questions posées, en fait, elles sont formulées pas mal comme les paragraphes en utilisant plutôt les mêmes mots. Donc, juste en utilisant une approche sparse basée sur des occurrences de mots, on arrive assez bien à trouver les documents qui sont pertinents par rapport aux questions. Après, il y a des datasets sur lesquels les questions sont formulées un peu différemment que les informations dans Wikipédia, et du coup, c'est beaucoup plus dur de faire le matching. Et là, en fait, les méthodes à base de transformers fonctionnent un peu mieux. Par contre, elles sont plus lentes. Alors, retrouver des passages pertinents, c'est bien beau, mais il faut ensuite que sur ces passages pertinents, on soit capable d'extraire la réponse. Donc ça, c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a fait la recherche d'informations, c'est sur ce top 100 passages, trouver la réponse. Donc ça, on va parler plus précisément de comment ça fonctionne. Mais en fait, il y a quand même un couplage entre le retriever optimal et le reader optimal. En fait, ce qui est bien, c'est les retrievers, c'est déjà de les comparer juste sur la tâche de recherche d'informations pure, comme on l'a fait. Mais c'est bien aussi de mettre derrière un reader un peu de l'état de l'art, par exemple un BERT, et de voir en fait avec lequel retriever la tâche de bout en bout est la mieux résolue. Ça, on l'a fait également. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que BM25, donc combiné avec un BERT, si on renvoie le top 100
des passages de Wikipédia pour ces différents datasets, que sur Stop 100, on utilise BERT pour essayer d'extraire la réponse précise. Et ben, finalement, en fait, sur plus de datasets, l'exact match et F-score, c'est comme ça qu'on mesure la performance sur la tâche extractive. Donc, exact match, c'est quand la réponse trouvée par le modèle, elle est exactement la réponse attendue. Et le F-score, c'est un peu plus souple. Ça va regarder la précision et le rappel, puisqu'on a les mots trouvés par le modèle et les mots attendus dans la réponse, et on va faire une précision, un rappel là-dessus. Du coup, là, en fait, alors que donc, il fonctionnait mieux sur Squad uniquement sur la tâche de l'information retrieval, on se rend compte que là, maintenant, sur plus de datasets, il est compétitif avec un dataset un peu plus, avec un modèle, un retriever un peu plus puissant. Donc là, sur Natural Question, il est toujours moins bon. Mais du coup, nous, on a choisi de partir sur BM25 dans ce projet parce qu'il était à la fois rapide et sur la tâche bout en bout, il permettait d'atteindre des performances assez compétitives avec d'autres retrievers. Ça, c'est pour la tâche recherche d'informations au départ. On a essayé de voir un peu les retrievers qui fonctionnaient bien et ceux qui fonctionnaient bien combinés à des readers, donc ceux qui résolvent la partie de recherche d'extraction de réponses précises. Alors, maintenant, on va parler justement de cette partie extractive question answering. Comment on fait en fait pour extraire une réponse dans un passage qui est pertinent. Donc, on va parler notamment de la partie ici. Alors, généralement, ce qu'on met en entrée d'un modèle qui résout cette tâche, donc on va parler d'abord d'extractive question answering, c'est quand on essaye d'extraire la réponse dans un passage de texte. Généralement, en entrée du modèle, on met un passage, on met une question, et on lui demande en sortie de prédire l'emplacement de la réponse dans le passage. Donc, ça, c'est la tâche qui essaie de résoudre. Pour ça, les Tadlar, c'est des modèles qui sont basés sur les transformers. Donc, il y a notamment BERT, mais il y a toute une famille. Et les premiers datasets de référence, c'est un truc qui s'appelait Squad, enfin, en tout cas, des gros datasets pour résoudre cette tâche. Donc, dans Squad, vous avez 100 000 questions quasiment, enfin, même dans Squad 2, je crois qu'il y en a 150 000, des questions associées à des passages et dans lesquelles on dit la réponse se trouve ici. Alors dans Squad 2, il y a aussi des questions qui sont sans réponse. Dans ce cas, on dit au modèle qu'il n'y a pas de réponse. Sur ces datasets-là, maintenant, il y en a plein de nouveaux qui sont d'ailleurs en français pour ceux que ça intéresse. En tout cas, sur Squad, aujourd'hui, les modèles, on avait évalué une baseline performance humaine et les modèles arrivent au niveau de cette baseline. Donc, bon, il y a plein de modèles pour résoudre la tâche de question answering. Il y a des modèles en français dont vous avez dû entendre parler. Il y a des modèles en anglais. Il y en a certains qui ont des versions multilingues. Il y en a qui sont plus efficaces parce qu'ils ont été distillés. Il y en a qui sont plus efficaces parce qu'ils ont des astuces de partage de paramètres entre différents blocs. Mais voilà, en tout cas, et là, c'est un vieux slide. Donc, il y a plein de choses nouvelles qui ont surpassé un peu l'état de l'art d'avant. Tous ces trucs-là, c'est implémenté super bien dans la librairie Transformer de GameFace. Il y a des implémentations en TensorFlow et PyTorch. Et c'est très simple d'utilisation. Donc, c'est ça qui est… Aujourd'hui, pour faire du question answering, il y a tous les outils et c'est quelques lignes de code. Alors, comment ça marche dans le modèle par exemple, dans BERT, dans un modèle basé sur l'encodeur du transformer? Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend la question, on la concatène au passage, on tokenise le tout, ça veut dire qu'on transforme notre grande chaîne de caractères en une séquence de tokens qui sont souvent des mots. On a une séquence de mots comme ça. Ici, on va avoir une première représentation de chacun des mots du passage. Ici, pareil, une première représentation de chacun des mots de la question. On va avoir plusieurs blocs d'encodeurs qui implémentent en particulier un mécanisme d'auto-attention. Ce mécanisme d'auto-attention, ce qu'il va faire, c'est que chaque vecteur en fait, qui va entrer de la séquence qu'on va mettre en entrée, il va être contextualisé par rapport à tous les autres vecteurs qu'il y a dans la séquence. Et du coup, il va avoir une nouvelle représentation qui dépend un peu du reste de la séquence. Et on va faire ça plusieurs fois donc, pour favoriser la contextualisation. Et donc, à la toute fin, ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque vecteur du passage
il va être contextualisé par rapport au reste de la séquence et notamment, il va dépendre de la question. Et on va prendre cette dernière représentation des tokens du passage et on va les faire passer dans un réseau de neurones simple qui a 2 neurones de sortie. Un qui essaye de prédire si le token en question est le début de la réponse. Parce que rappelez-vous, c'est de l'extractive question answering, c'est-à-dire que la réponse à la question, potentiellement, elle est quelque part dans le passage. Donc, elle a un début et une fin. Et donc, pour le token de début, on va essayer de prédire que c'est le token de début. Pour le token de fin, on va essayer de prédire que c'est le token de fin. Et après, sur la partie prédiction, on utilise ce modèle et on essaye de voir la partie du passage pour laquelle le start logique du premier élément et le end logique du dernier élément est maximum. Enfin, la somme des deux est maximum. Alors, ça, c'est le paysage du question answering avec des transformers. Alors, nous, dans ce paysage-là, on a plusieurs phases de projet où on a exploré différentes choses. On a travaillé d'abord sur une première solution. Là, c'était en 2019. On s'est dit, on va essayer d'exploiter un BERT et faire des choses en français. Alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de datasets en français. Il y en avait un tout petit qu'on pouvait utiliser pour faire de l'évaluation essentiellement, mais c'était assez difficile de travailler à part sur de l'anglais. Ensuite, on a essayé de faire en sorte d'améliorer les performances, donc accélérer quelque part le processus de question-réponse. Ensuite, on a une troisième phase. Donc, à chaque fois, il y a une année qui s'écoule entre les différentes phases, où on a essayé d'améliorer l'expérience. Je vous montrerai en fait un premier bot qu'on a fait et un second, et l'amélioration d'expérience entre les deux. Et ensuite, et aujourd'hui, on est en train de regarder des sujets un peu plus complexes que je vais préciser. Donc, la première phase du projet, on a essayé de travailler sur du français. Et l'idée, c'est qu'on s'est dit, donc à l'époque, il y avait déjà une version multilingue de BERT qui était assez récente. Et ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce que si on entraîne cette version multilingue sur de l'anglais, est-ce qu'on est capable de généraliser à d'autres langages dans lesquels il n'y a pas de ressources? Donc, il n'y avait pas beaucoup de ressources en français à l'époque. On avait trouvé un petit dataset dans lequel il y avait une centaine de questions, peut-être en français, une centaine de questions et réponses en japonais, qui étaient à la base basées sur de la traduction automatique de choses qui étaient en anglais. Donc, on a pris BERT multilingue, on l'a entraîné sur le squad anglais, donc dans lequel il y a la tâche d'extractive question answering, mais en anglais. Et on a testé la capacité à transférer à d'autres langages. Notamment sur ces petits datasets, on a regardé déjà si, lorsque la question et le contexte sont en anglais, s'ils se comportent bien. Donc là, c'est attendu qu'il ait un bon F-score parce que il a été entraîné sur cette tâche en anglais, donc là, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui était déjà bien admis. Ensuite, on a regardé du coup qu'effectivement, il arrivait assez bien, même s'il n'avait jamais été entraîné sur la tâche en français, à avoir un score qui était pas mal. Pareil pour du japonais. Puis on a aussi essayé de regarder en fait s'il savait faire du cross-lingue, c'est-à-dire est-ce que si on pose une question en français et que le contenu est en japonais, est-ce qu'on est capable de quand même répondre assez bien? Donc ça fonctionnait bien. Alors une des raisons, c'est qu'il y a quelque part une sorte d'alignement implicite des langages dans le modèle BERT multilingue. Et il y a aussi en partie des caractéristiques du question answering qui ne sont pas forcément dépendantes du langage. Alors, après ça, donc ça c'était l'année suivante, il y a eu des nouveaux datasets en français. Donc, pour ceux qui s'intéressent, il y a une version complètement traduite automatiquement de Squad en français. Donc là, c'est pas idéal, mais en tout cas, c'est un gros dataset en français. Et là, c'est un dataset qui a été proposé en français, il s'appelle FQuad. Donc, ce qu'on a voulu voir de façon incrémentale, c'est à partir de notre modèle qu'on avait l'année d'avant, si on ajoutait ces datasets en français en fait dans l'apprentissage, simplement à ce qu'on était, on a observé tout simplement que ça boostait encore les performances en français, donc ça vaut le coup de les mettre. Après, l'idée c'est de se dire si on a un langage cible dans lequel on n'a pas encore de données dans le langage cible pour de la tâche de question answering, qu'on peut en fait prendre un modèle multilingue comme Multilingual BERT, l'entraîner dans un autre langage et il saura quand même faire des choses dans le langage cible.
Alors, la deuxième phase du projet, ça a été de voir si on pouvait accélérer des choses dans le schéma global Retriever-Reader. Ce qu'il faut se dire, c'est que les transformers, enfin les modèles basés transformers qui résolvent la tâche de question answering extractive, ils ont été pensés pour chaque question. On me donne un contexte, un unique contexte, et je vais essayer d'extraire la réponse dedans. Donc, si vous regardez le dataset Squad, chaque question est associée à un unique contexte et on essaye juste de chercher la réponse dedans. Mais nous, quand on est en domaine ouvert, en fait, on va renvoyer à chaque fois plusieurs contextes. Et du coup, pour chaque question, on va regarder quelque part dans tous les contextes qu'on a. Donc là, on a un contexte qui est réutilisé pour les différentes questions. Et pareil, une question qui est utilisée avec plusieurs contextes. Donc, au niveau de la façon dont les calculs sont faits pour traiter une paire question-passage, on peut, avec le modèle de base, on ne peut pas faire des choses un peu en avance. C'est-à-dire que là, comme on sait, notre base de connaissances avec tous nos documents, elle est assez statique. Donc, un truc qui pourrait être sympa, c'est de se dire, je précalcule les représentations sur cette base qui est statique, et comme ça, quand on me pose une question, je vais plus vite. Et ça, c'est important parce on essaie de faire un peu du temps réel pour un bot. Le problème, c'est que du fait qu'il y ait cette self-attention, les représentations du passage, dès le premier bloc d'encodeur, ils sont contextualisés par rapport à la question. Donc, on ne peut pas les calculer avant de connaître la question. Donc, pour ça, en fait, on peut faire des choses un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire se dire, je vais, sur K bloc, je ne vais pas faire de l'attention complète entre tous les éléments de mon entrée. Je vais faire l'attention complète entre les éléments du passage d'une part, l'attention complète entre les éléments de la question d'autre part, ne pas avoir d'interaction par contre entre ces deux parties au départ. Et c'est qu'au bout d'un certain bloc qu'on va commencer à avoir de l'interaction entre les deux. Donc là, la question qui se pose, c'est du coup, est-ce que ça dégrade mes performances et comment ça accélère aussi les calculs. Donc ça du coup, alors l'idée, c'est effectivement, comme il n'y a plus d'interaction, ça, on peut le calculer en avance avant de connaître les questions. Ça, c'est chouette. Et puis, quand on pose une question, même s'il y a plusieurs passages qui sont renvoyés, cette partie-là, on peut la faire qu'une fois sur la question. Il n'y a que ces parties-là qu'on fait en interaction. Là, ce qui veut dire, si on pose 1000 questions à notre bot et qu'il doit chercher la réponse dans 1000 passages, en tout, il va faire 1 million de paires de calculs. Et en fait, si on regarde les différents termes donc dans les calculs, justement, cette partie-là, on va la faire autant de fois qu'il y a de passages, donc 1000 fois. Cette partie-là, on va la faire autant de fois qu'il y a de questions, donc 1000 fois. Et la partie où il y a de l'interaction, on va devoir la faire pour tous les couples questions-passages. Donc, on va devoir faire ces calculs 1 million de fois. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui domine, en fait, si on regarde dans le temps de calcul. Et donc, en fait, finalement, si on a un bloc d'encodeur, un bloc d'interaction au lieu des 12 blocs avec de l'interaction, on va 12 fois plus vite. Donc ça, c'est sur les calculs. Sur les mesures, c'est ce qu'on observe quand on a un seul bloc d'interaction. Si on en a deux, on en a 2 sur 6, donc en fait, ça fait 2 sur 12, pardon, donc ça fait une accélération de 6. Et au niveau des performances, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, jusqu'à quasiment pas d'interaction, quoi. Donc là, on a 11 sur les 12 blocs de BERT. Si on ne fait pas d'interaction sur les 11 premiers blocs, on perd un petit peu en performance vers la fin, mais jusqu'à 10 blocs sans interaction, on arrive à préserver des performances qui sont assez proches. Ça, c'est intéressant. Et ça, ça, c'est une analyse uniquement sur Squad, donc sur la tâche extractive. Et en fait, on s'est rendu compte par ailleurs que si on applique ça, mais que cette fois, on cherche la réponse pas dans un passage, mais dans plusieurs, en fait, même si on a finalement la performance de celui qui a 10 blocs sans interaction, elle devient meilleure que la performance du modèle d'origine, parce que d'une certaine façon, en fait, empêcher les interactions, ça fait comme une sorte de régularisation sur le modèle qui lui permettent de généraliser un peu mieux sur la tâche où il doit chercher la réponse dans plein de passages variés. Ça c'est les résultats, ils sont disponibles sur un papier. Si vous voulez aller voir le code, il est aussi disponible ici. Cette idée-là, en fait, elle est dans finalement plein d'approches. Donc là, je donne certains des noms.
Et on peut l'avoir d'une façon générale comme une sorte de modèle d'un compromis entre des représentations complètement indépendantes ou des représentations avec de l'interaction. Donc là, on a le premier cas où en fait, on a des représentations des documents qui sont calculées en avance et complètement indépendantes de la question. Pareil pour la question, et c'est que finalement qu'on calcule une sorte de score de correspondance à la fin. Il y a le cas où on a l'interaction dès le début, et puis il y a les cas intermédiaires, comme les approches qui sont ici. Alors, je vais faire une petite démo rapidement, juste pour vous montrer comment on a intégré du question-réponse en domaine ouvert dans un schéma de bot comme je l'ai présenté au départ. Donc, on a développé un bot qui s'appelle Kate. Juste, c'est un bot de démonstration qui est censé répondre aux questions un peu RH, on peut se poser dans une compagnie. Donc là, elle a des intentions prédéfinies qui lui permettent de répondre à certaines choses. Donc, par exemple, si je lui dis bonjour, voilà, elle sait que je lui dis bonjour, elle me dit quelle information cherche-tu. Bon, pas très poli. Je peux lui demander comment elle s'appelle. Donc ça, c'est justement le small talk. Et ça n'a pas forcément d'utilité, mais les gens aiment bien jouer avec un bot et avoir des réponses quand ils posent des questions comme ça. Donc là, c'est ça pour l'instant, c'est de la classification d'intention. Là, elle a détecté que c'était l'intention bonjour. Là, c'était l'intention qui lui demandait comment elle s'appelait. Là, c'est toujours de la classification de texte. Je peux lui demander où se trouve le site Worldline de Lyon. Alors là, il y a deux choses qui se passent. Elle détecte que c'est l'intention de localisation d'un site, mais en plus de ça, elle a détecté l'entité Lyon, et donc elle m'affiche une réponse qui est spécifique à cette entité. Si je lui dis où se trouve on va la formuler différemment, où est le site de Seclin, et donc il y a la Worldline qui est aussi près de l'île à Seclin. Et donc là, c'est pareil, elle a aussi détecté l'intention de localisation d'un site, mais avec l'entité Seclin, elle me spécialise ma réponse. Et enfin, si je lui pose la question combien d'employés chez Worldline dans le monde, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Quand on n'a pas dans les intentions du bot prévu qu'on pose une question sur le nombre d'employés. Et donc là, en fait, on a connecté justement ce bot à l'intranet et on essaie de résoudre la tâche de questions-réponses en domaine ouvert. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que dans notre intranet, elle a cherché tous les passages qui étaient pertinents avec la recherche d'informations. Et après, en utilisant Dilbert, l'approche qui accélère un petit peu BERT, on a extrait cette information spécifiquement. Alors, le problème, c'est que ce mode-là, dans un agent dialoguant, il nous laisse un peu sur notre faim parce que ça ressemble un peu à un moteur de recherche. Quand on est dans un bot, on aime bien avoir du conversationnel. Donc, ce mode un peu moteur de recherche, il n'est pas encore parfait. Donc, ce qui me permet d'enchaîner sur nouvelles améliorations qu'on a essayé d'avoir, qui améliorent l'expérience utilisateur avec le question answering. Donc là, on s'est posé plusieurs challenges déjà. Essayer de gérer d'autres types de questions que des questions purement extractives, notamment les questions oui-non. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions oui-non. Si on a un modèle qui sait faire que de l'extractif, en fait, il ne sait pas répondre à des questions oui-non. Essayer de fournir une réponse bien formulée pour que ça ressemble un peu plus à un bot et pas à un moteur de recherche. On a voulu garder dans ce paysage les aspects multilingues et faire forcément du temps réel aussi. Ça, c'est une contrainte qu'on garde toujours. Donc, je ne vais pas reparler de la partie recherche d'informations. On utilise toujours BM25. Sur la partie reading comprehension, donc, on a fait pour gérer plusieurs types de questions quelque chose qui s'appelle de l'unified question answering. Pour générer des réponses bien formées, on a fait quelque chose qui s'appelle du generative question answering. Et après, on a essayé de garder les aspects multilingues. Et puis à la fin, il y a un petit souci qui s'est posé, parce que le modèle qu'on a proposé, il ne pouvait pas prendre en entrée 100 passages. On a dû utiliser ce qu'on appelle un re-ranker pour essayer de filtrer encore les documents. Donc les plusieurs types de questions, dont j'ai donné des exemples tout à l'heure, il y a les questions extractives, mais on peut aussi poser des questions multi-choix et des questions oui-non. Les questions extractives, je ne reviens pas dessus, c'est on pose une question, il y a un contexte et on essaye d'extraire une partie de ce contexte. Les questions en multi-choix, ça pourrait être ça. On pose une question, il y a des choix multiples, on essaie de trouver quelle est la réponse dedans. Et les questions oui-non, on pose une question, on a un contexte et on essaie de répondre par oui ou par non.
Donc là, pour essayer de répondre à tous ces types de questions en même temps, une idée, c'est de se dire, je vais essayer de mettre tous ces formats toutes ces types de questions différentes sous le même format et entraîner un même modèle sur plein de datasets de plein de nature. Là, on peut toujours, en fait, quel que soit le format de question, on peut toujours, si vous voulez, il y a un papier qui s'appelle Unified QA. Vous pouvez aller regarder un peu ce qu'il raconte, mais on peut toujours formuler les choses avec une question, un contexte en entrée, et à la fin, la possibilité d'avoir une réponse. Ça peut être oui, non, ça peut être une réponse complètement générée, ça peut être une réponse extraite, etc. Et entre ces deux-là, on peut entraîner un modèle séquence à séquence comme BART. Alors, une fois qu'on fait ça, on sait répondre déjà à tout type de questions. Là, nous, on a voulu aller plus loin par rapport à Unified QA. On a voulu aussi que le modèle il soit capable de générer des réponses bien formées. Donc, il y a des datasets dans lesquels on a une question, un contexte et des réponses qui sont des phrases bien formées. Ce qu'on sait, on a fait le pari que si on s'entraînait en fait d'abord à faire de l'Unified QA avec un BART et qu'on faisait ensuite une phase de fine-tuning sur du générative QA avec des réponses bien formées, on a essayé de voir s'il serait capable, sur des questions de toute nature, à générer des réponses bien formées. Donc, on a évalué un modèle de base de BART qui était entraîné uniquement sur de l'unifié. On a obtenu des performances qu'on a mesurées. On a ensuite fait l'affinage sur MS Marco dans lesquels il y a des réponses bien formées. Ce qu'on a observé, c'est que l'exact match, il se dégradait parce que dans les datasets unified, des fois, on attend une réponse courte. Et du coup, si le modèle il génère une réponse longue, elle ne matche pas exactement. Par contre, en utilisant d'autres métriques, on a pu se rendre compte qu'il préservait quand même la réponse, mais elle était juste reformulée. Donc, une fois qu'on a fait ça, l'aspect multilingue, je ne vais pas forcément détailler parce que ce n'est pas le plus intéressant, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on utilise le modèle BART, il a une version many-to-many, multilingue, c'est-à-dire qu'il sait gérer plusieurs langages en entrée et il sait générer plusieurs langages en sortie. Mais il y a la version many-to-many est un peu instable quand on l'affine sur de nouvelles tâches. Et du coup, c'est mieux de prendre une version many-to-one, c'est-à-dire qu'elle sait gérer plusieurs langages en entrée, mais générer en sortie uniquement un langage. Et nous, comme on avait deux langages cibles, français et anglais, on a entraîné deux modèles séparés. Et pour obtenir les datasets qu'il fallait dans les deux langages cibles, on a utilisé la traduction automatique. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que ces différents modèles génèrent. Donc les trois premiers, c'est le modèle qui sait parler français. Il sait comprendre l'anglais et le français, mais il sait parler que français. Le deuxième, c'est celui qui sait parler anglais. Et voilà, en fait, avant la phase de fine-tuning sur du bien formé, quand on pose différents types de questions. Donc, avant l'affinage, ça, c'est les questions qui sont attendues dans l'Unified QA, qui sont des réponses assez courtes, mais qui répondent bien à la problématique. Et en fait, si on fait de l'affinage pour ces différents types de questions, alors que dans MS Marco, il y a uniquement des questions de ce type-là, en fait, même pour les autres types, on voit que le modèle, ensuite, il sait générer des réponses bien formées en reprenant des éléments qu'il y avait notamment dans la question. Donc voilà, ça c'est, on utilise, alors vu qu'on a deux modèles, un qui parle français, un qui parle anglais, ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que le modèle il parle la langue de l'utilisateur, donc on détecte la langue de l'utilisateur et on utilise un des modèles en particulier. Alors l'idée c'est que notre BART il prend en entrée 500 mots, mais le top 100 passages, il représente 10 000 mots. Donc en fait, il faut trouver un moyen de refiltrer en 5 passages et on a utilisé pour ça ce qu'on appelle un re-rank. Donc finalement, on a un pipeline qui ressemble à ça, dans lequel on a d'abord du retriever, on identifie des passages pertinents pour la question. Ensuite, on raffine pour avoir un peu moins de passages. Et on utilise un des readers en fonction de la question de l'utilisateur pour qu'il nous propose une réponse bien formée. Donc, pour ça, je vous montre juste la deuxième démo. Paf. Là, on a un bot. Donc, lui, il est connecté à tout le Wikipédia anglais et tout le Wikipédia français. Donc, on peut lui poser des questions comme qui est Nikola Tesla. Voilà, il nous répond. Donc là, il nous fournit une réponse bien formée. C'est une phrase complète. Il nous dit quand même où il a trouvé la réponse. Je peux lui poser la question en français, parce qu'il comprend les deux langues, mais il parlera ma langue. Donc voilà, il me répond. Alors là, il a trouvé l'information pas forcément au même endroit, mais en tout cas, il me répond. Alors, je peux lui demander qui a gagné la Coupe
du Monde de football en 2018. Donc, c'est la France qui a remporté. Alors que là, vous voyez qu'en fait, il a pris la liberté de reformuler gagner en remporté. Et enfin, je peux lui poser des questions yes no, hein, évidemment. Celle-ci, c'était l'exemple qu'il y avait dans le tableau tout à l'heure. Il me dit non, l'Amérique n'était pas le premier pays à avoir un président. Donc ça, c'est cette démo. Donc elle fait vraiment ce truc-là. Voilà, maintenant, il reste quelques directions encore pour faire plus complexe. Donc, je vais essayer de conclure avec ça. Donc, aujourd'hui, si vous regardez ce pipeline, on utilise uniquement la question courante de l'utilisateur pour essayer de lui fournir une réponse. Or, parfois, il faut essayer de considérer aussi ce qui s'est dit avant, parce que ça peut permettre de résoudre des entités ou des choses comme ça. Donc là, cette tâche-là, c'est le Conversational Question Answering. On peut aussi des fois poser des questions assez complexes pour lesquelles il n'y a pas la réponse dans un passage spécifique, mais dans laquelle il faut faire des rebonds selon plusieurs passages qui sont connectés potentiellement soit par un graphe d'hyperlien, soit simplement par des entités, et répondre comme ça en faisant un raisonnement sur plusieurs passages. Donc, pour ce qui est du conversationnel, pourquoi c'est important? Si je pose une question, combien j'ai de jours de congé, on me répond, et je dis « et mon manager ?» Cette question-là, en fait, si on ne considère pas l'historique, elle est pas suffisamment claire pour qu'on puisse fournir une réponse. Donc là, en fait, on a des approches qui prennent en entrée la question courante, le passage, mais qui prennent aussi l'historique des questions-réponses, qui le sélectionnent et le modélisent et le considèrent pour répondre à la question. Il y a des datasets comme Quack et Coca, dans lesquels, si vous regardez les exemples, on voit bien que c'est des questions qui font référence à des choses avant. C'est des questions assez difficiles. Et si on prend un BERT qui considère uniquement la question courante, il est beaucoup moins bon que la performance humaine. Alors, il y a les approches, juste pour donner une idée, ce qu'elles font, c'est généralement, elles vont rajouter des indicateurs sur les tokens du passage pour dire qu'ils ont déjà été utilisés dans le passé. Donc ça, c'est une approche qui s'appelle BERT HAE. Et ça permet déjà de booster les performances. On a fait un papier l'année dernière à CL où on explique qu'aujourd'hui, sur le Conversational QA, la performance, elle est mesurée de façon un peu biaisée, donc ça ne permet pas d'appliquer les différents modèles dans toutes les situations. Donc, je vous invite à aller voir cette référence si vous êtes intéressé. Enfin, je pourrais vous la donner après. Pour ce qui est du multi-op question answering, on a des questions, comme je disais, qui nécessitent d'avoir plusieurs passages pour répondre, qui est des questions de type comparaison. On va poser une question en faisant appel à deux entités. Qu'est-ce qui a eu lieu en premier, la guerre de Corée ou l'invasion de l'Allemagne par les Alliés? Là, ça nécessite d'aller chercher le passage qui parle de la guerre de Corée, le passage qui parle de l'invasion de l'Allemagne, et puis d'avoir un raisonnement de faits qui sont extraits dans chacune de ces phrases. Il y a aussi les questions de type bridge. On pose la question sur quel est le surnom du père de Judy Lewis. Là, on a besoin de déterminer qui est le père de Judy Lewis, faire ensuite un saut dans un passage qui le concerne, et enfin trouver la réponse à la question. Donc pour ça, il y a des techniques de retriever un peu itératifs. On va d'abord retrouver des passages pertinents, ensuite réencoder la question pour tenir compte de ce qu'on a déjà trouvé, pour ensuite aller chercher autre chose. Donc voilà, ces travaux-là, on les a d'ailleurs commencé avec le laboratoire de Lyon 2 Eric avec Julien Velsin notamment. Donc voilà, juste pour conclure, dans cette présentation, j'ai essayé de vous montrer différentes astuces pour améliorer le design conversationnel standard des chatbots qui utilisent plutôt de la classification de texte et de l'extraction d'entités. On peut ajouter de la connaissance externe sous forme de FAQ en utilisant ce qu'on appelle le Retrieval Question Answering. Et on peut aussi ajouter de la connaissance externe un peu moins structurée, des textes, des listes de textes qui ont éventuellement des liens entre eux, en utilisant ce qu'on appelle l'Open Domain Question Answering. Donc, pour ce qui est du question-réponse en domaine ouvert, il faut d'abord faire de la recherche d'informations, puis ensuite utiliser des choses à base de transformers pour faire l'extraction de la réponse. Pour aller plus loin, on peut considérer des challenges multilingues, unifiés, génératifs. Il y a encore aussi beaucoup d'autres challenges de recherche autour du conversationnel, du multi-op, comme je viens d'en parler. Et après, au-delà de l'axe dont on a parlé, qui était la recherche d'informations globalement dans des bases de connaissances externes, il y a dans les bots d'autres sujets qui sont intéressants, comme l'analyse de sentiments pour essayer de mesurer la satisfaction d'un utilisateur. Essayer de faire des bots proactifs qui anticipent les besoins d'un utilisateur.
Et après, pour ce qui est du small talk, il y a plein de directions où on essaye de faire des agents dialogants un peu généraux avec des modèles génératifs comme GPT ou BlenderBot. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si par la suite ou maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi mis le mail d'une collègue qui gère le projet actuellement chez Worldline. Merci beaucoup, Wissam, hein. Je pense qu'on peut t'applaudir. Je sais pas en ligne si ça se fait trop, mais bravo. Merci. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé ta présentation extrêmement claire et très intéressante. Euh, on a évidemment, moi j'ai plein de questions, mais on va d'abord peut-être laisser la parole à l'auditoire. Donc s'il y a des questions, alors j'en ai vu une passer tout à l'heure dans le chat. Donc je vais essayer de la. Alors, soit Mathilde Véron peut l'exprimer avec son micro, soit je le lis. Hein. C'est l'un comme l'autre. Parce que tout le monde n'a pas forcément des qualités en termes de micro. Alors, je vais essayer d'exprimer la question. Alors, la question, c'est par rapport aux intentions, Mhm. détection d'intention. Et en fait, la question qui se posait, c'est comment le bot décide-t-il d'utiliser soit d'une part détection d'intention avec classif, etc., d'autre part le question answering. Alors moi, j'ai l'impression que j'ai déjà la réponse et que tu y as répondu, mais bon, peut-être que tu peux le reformuler. Alors effectivement, je suis passé un peu vite là-dessus parce que je regardais, j'avais l'œil sur la montre. Alors, je reviens juste sur ce schéma conversationnel parce que je l'ai pas précisé ici. En fait, il y aurait plein de façons de faire. On pourrait se dire euh, avoir une sorte de seuil en fait quelque part. C'est-à-dire que il y a un classifieur en fait sur la partie détection d'intention et lui, il nous fournit des scores de pertinence de chacune des intentions par rapport à la question posée. Donc, on pourrait essayer d'avoir une sorte de seuil pour se dire il n'y en a aucune qui est suffisamment pertinente et je vais aller chercher la réponse ailleurs. Nous, actuellement, on a aussi en fait une intention en plus, mais ça revient presque au même en fait quelque part. On a une intention en plus qui est pas d'intention. Donc et donc le classifieur prédit quand c'est pas d'intention et quand c'est le cas, c'est là qu'on déclenche le moteur de question-réponse en domaine ouvert. Oui, parce que typiquement, des questions genre comment t'appelles-tu ou je sais pas quoi, on script, enfin, il n'y a pas de raison de déclencher toute la machinerie. C'est Voilà. ça. Bien sûr. Euh, Mais merci, et je crois que c'est assez clair, sauf si la personne qui a posé la question souhaite avoir plus de détails. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée? N'hésitez pas à utiliser soit vos micros, soit le chat. Alors, il y a Max Fred. Est-ce que les sources documentaires doivent être homogènes en termes de format, de structure générale, etc. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que donc là, pour Kate, on utilise notre intranet, donc c'est des pages internet. Donc, euh, mais à la fin, on les transforme en une liste de textes. Et donc pour ça, on va faire du scrapping, on va essayer de virer un petit peu tout ce qui est balise HTML, essayer d'identifier où se trouve le corps de la page. Et donc en fait, dans la tâche de questions-réponses en domaine ouvert, on part du principe dans les études qu'on a fait que les données qu'on a, c'est des listes de textes. Par contre, euh, pour des sujets un peu plus poussés qu'on est en train d'explorer, notamment le multi-op question answering, on peut imaginer qu'au lieu d'avoir des listes de textes, on a des textes mais avec des liens entre eux, donc des graphes de texte. Donc, ça peut être ces liens, ça peut être des hyperliens, mais ça peut être des liens qui sont implicites et établis par rapport à des entités qui sont identifiées. Euh, Par exemple, il y a aussi une tâche qui s'appelle le question answering sur des tableaux. On peut aussi imaginer qu'on va poser des questions et que la donnée d'entrée, c'est un tableau. Il y a une approche qui s'appelle Tapas, qui est basée sur une architecture un peu comme BERT et qui peut répondre à des questions par rapport à des tableaux. L'idée, c'est d'encoder en fait l'information qu'il y a dans les cellules comme des tokens et ces tokens ajouter une information qui indique sur quelle ligne et colonne ils se trouvent avec un embedding un peu particulier. C'est en lien avec ce qu'on appelle le data to text, hein, il me semble. Alors, du coup, ouais, on peut faire du data to text. Donc, une des approches, c'est de se dire, quelles que soient mes données, c'est une page internet, un tableau, etc., je vais essayer de faire en sorte de transformer tout ça en texte. Et ensuite, je vais utiliser du Open Domain Question Answering classique dans lequel j'ai des listes Hmm. de texte en entrée. Mais pour ce qui est de l'approche Tapas,
eux, ils essaient de répondre directement à la question par rapport au texte, enfin à la donnée structurée. Donc, ils ne font pas la conversion en texte, puis ils font du question-réponse sur du texte. Ils font directement du question-réponse sur des tableaux. Super. Merci. Alors, il y a une autre question. Attendez, parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Ah oui, de Naïma, elle, qui te demande, avez-vous pensé à utiliser une ontologie pour avoir des réponses plus sémantiques, entre guillemets sémantiques? Alors, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est aussi, alors, parce qu'effectivement, on a certaines ressources sur le projet, donc on n'a pas tout exploré. On a identifié une piste dans laquelle, effectivement, si on peut avoir de l'information qui est un peu structurée, nous, on pensait, par exemple, de créer une base de connaissances, en fait, et de faire du question-réponse basé sur une base de connaissances, dans laquelle, base de connaissances, on a des entités, des liens entre ces entités. Et il y a pas mal de propositions déjà disponibles dans l'état de l'art qui marchent assez bien pour répondre à des questions sur ces données un peu structurées. Et donc, c'était un des axes de recherche qu'on a. Mais on n'a pas fait ça pour le moment. Mais ça pourrait être complémentaire. Encore Max Fred qui demande quel est le niveau d'industrialisation de votre solution de réécriture de la réponse. Alors, niveau d'industrialisation. Donc là, c'est les démos que j'ai montrées aujourd'hui, c'est des prototypes. Et c'est des prototypes qu'on développe dans le département R&D. Donc, il y a sur les parties données un peu structurées comme des FAQ, on commence à avoir des choses qui partent en production dans les produits qui sont proposés par les unités business. Par contre, pour ces solutions-là, en fait, il y a beaucoup. Alors, c'est un peu biaisé. J'ai montré des exemples qui marchent assez bien dans les démos, mais il y a beaucoup de choses où la robustesse a des fautes d'orthographe, ou même dans certains cas, en fait, on obtient simplement des réponses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, déjà, le niveau de confiance qu'on a sur les résultats, il n'est pas suffisant pour se dire on va lancer ce truc-là en complètement automatique. On est en train de préparer le déploiement d'un projet un peu plus industrialisé, mais interne, qui serait en fait l'équivalent de Kate, mais vraiment utilisé par les employés en interne, dans lequel, comme ce serait encore de l'interne, on pourrait le pousser à un niveau de production, mais il n'y aurait pas forcément des répercussions sur un client. Ce serait en interne et ça nous permettrait d'expérimenter dessus. Au niveau de la capacité, par contre, à l'industrialiser, alors, dans certains cas, on a besoin de GPU pour faire l'inférence, donc ça dépend si la plateforme sur laquelle on déploie le modèle en production, elle a des GPU ou pas. Sans GPU, on arrive avec des astuces à être quand même en temps réel, donc ça serait envisageable. Et pour ce qui est de la façon dont c'est déployé dans les démos, on a déjà mis en place tout ce qu'il faut pour que ce soit possible de le pousser en production. Alors, moi, avant de poser la question suivante, merci beaucoup, Wissam. Une question reliée à ça, c'est sur la qualité de la solution que vous proposez. La question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez fait des expérimentations avec des utilisateurs réels pour évaluer à quel point ça répond vraiment bien aux questions posées, même si c'est en interne et dans ton équipe, hein. Et c'est en lien aussi avec le fait que les mesures que tu as montrées, par exemple rouge et bleu, etc., sont assez critiquées ces derniers temps parce qu'elles se basent sur des n-grammes, donc la présence de mots ou de colocation de mots, hein. Et ça, il y a pas mal de gens qui disent que c'est pas suffisant pour évaluer la qualité des textes qui sont générés. Et donc voilà, je voulais savoir si vous étiez dans cette optique-là d'essayer au moins de quantifier la qualité des résultats, au-delà de l'effet des mots que tu as montré. Alors, on a donc pour ce qui est des tests utilisateurs, on a fait des tests utilisateurs internes R&D ou avec les quelques interlocuteurs qu'on a dans les unités business. Donc, on a des choses, mais pas très formalisées en fait encore. Il y a une personne qui est spécialisée sur l'expérience utilisateur et qui a fait le travail jusqu'à maintenant de préparer des tests utilisateurs un peu plus cadrés. Et donc, c'est des choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas totalement faites.
Pour ce qui est ensuite des différentes métriques utilisées, alors effectivement, il y a plein de choses qui sont critiquables, même sur la partie exact match et F1 score. En fait, quand on évalue un modèle qui répond à une question à partir de Wikipédia, on a en tête une réponse qui est attendue. Mais il y a plein d'exemples où en fait, la réponse trouvée est la bonne, mais elle n'est pas formulée pareil. C'est des synonymes qui sont utilisés, ou ça va être un sigle qui va être utilisé au lieu de la chaîne de caractères complète. Et donc, dans ces cas-là, les mesures sont quasiment à zéro, alors qu'elles devraient être bonnes. Alors, pour ça, il y a des gens qui commencent à proposer des métriques basées sur de la similarité sémantique. Notamment, on va prendre la réponse prédite et la réponse attendue. On va faire un peu comme on fait avec le retrieval quotient string. On va calculer une représentation avec un muse ou un use ou je ne sais pas quoi. Pareil pour la question attendue, et on va faire une similarité. Ça donne un deuxième point de vue qui permet de complémenter. Donc, on commence à essayer de prendre ce réflexe de mettre de plus en plus de métriques et d'essayer de voir chacune ce qu'elle dit, mais on n'est pas encore tout à fait… voilà. On essaie d'avancer là-dessus, justement, de prendre en compte de plus en plus de métriques sur ces différents sujets. Merci Wissam. Alors il y a une question de Cécile. Alors je suis pas désolé si je prononce mal les noms. Quash peut-être de la BNF apparemment, qui pose la question: combien de temps vous a-t-il fallu pour créer les prototypes? Alors les prototypes de donc par exemple Lesquels, oui. ouais. Mais mettons par exemple ce module-là. Pour l'intégrer dans le bot en mode prototype. Une fois qu'on a terminé quelque part l'étude de recherche dans laquelle on est content du bloc qu'on a là, qu'on a évalué indépendamment, la partie développement du prototype, ça se compte, c'est de l'ordre du mois si on a suffisamment d'efforts dessus. Pour combien de personnes? Pour une personne. Après, je vois qui… Ah oui. Alors, je continue à faire le rôle, voilà, de lire les questions. Alors, il y a Boyu Nu qui demande: bonjour Wissam, merci pour votre présentation et la démo. Est-ce que c'est le titre de votre article dont vous parliez, Towards a More Robust Evaluation for Conversational Question Answering? Merci. Alors, cet article-là, c'est c'est par rapport au conversational QA, celui-ci, et c'est le fait qu'en fait, il y a une métrique qui est utilisée pour évaluer les modèles dans ce cadre conversationnel, qui est, enfin, c'est un des défauts de cette métrique qui est mentionné dans le papier que vous avez cité là. Après, pour les travaux au niveau du Open Domain Question Answering, il y en a un qui s'appelle Delaying Interaction Layers in the Transformer for Open Domain Question Answering. Lui, il parle plutôt de la partie Open Domain Question Answering. Et pour les travaux multilingues, il y a multilingue dans le titre. Après, je pourrais en off, si vous m'envoyez un mail, par je pourrais email, vous c'est envoyer une les bonne idée. différentes références. Pour des questions précises comme ça, en effet. Et une question encore de Max Fred: est-ce que cette solution n'impliquera pas quand même une supervision humaine du bot pour optimiser son scoring, comme sur un bot plus traditionnel? Alors, c'est une bonne remarque. Sur le quotient answering, là, ce qu'on a fait, effectivement, la plupart des modèles, je ne l'ai pas dit, mais on entraîne sur des datasets publics type Squad, MS Marco, etc. Et après, en fait, sur la démo Kate, on le déploie sur l'intranet et il n'a jamais été entraîné sur des questions-réponses spécifiquement sur ces documents-là. Donc, il fonctionne assez bien parce que le problème est de la même nature. Les textes sont formulés dans des langages qui sont proches, etc. Donc, ça marche assez bien, mais effectivement, on a un back-office sur le bot que j'ai pas montré. Et en fait, là, on peut aller sur le back-office de Kate, voir déjà toutes les conversations, toutes les intentions qui ont été prédites, lui dire là, tu t'étais trompé, tu t'es pas trompé. Et sur le mode question answering, on a justement développé quelque chose qui permet pour une question qui a été posée, de dire que c'est pas la bonne réponse déjà, et aussi d'aller lui annoter, donc lui trouver le passage dans lequel il y a la réponse, lui l'annoter, et ça crée en fait un dataset qui a le même format que Squad, mais qui est un dataset du coup interne,
sur lequel on peut ensuite affiner le modèle de la même façon qu'on l'avait affiné sur Squad. Donc, c'est effectivement une bonne idée de continuer à le superviser, surtout quand on est dans un domaine très spécifique où le vocabulaire il n'est pas le même que dans Wikipédia, dans lequel il y a par exemple un jargon, etc. Merci, c'est très clair. Peut-être encore une question. Naïma L, pensez-vous que sur un corpus de spécialité, donc abréviation, acronyme, etc., les approches exposées seraient transposables? Ça rejoint un peu. Je pense qu'il y aurait des performances qui seraient raisonnables, mais qu'on pourrait aller plus loin en faisant un affinage spécifique sur ce genre de corpus. Bon, merci. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, sauf si Jean-Philippe, tu as une autre question. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Bah, vas-y. Je me demandais comment est-ce que ce serait possible de rendre tout ça incrémentable pour pouvoir répondre à des questions du type qui a gagné aux Victoires de la musique la semaine dernière? Qui est-ce que je peux aller voir au cinéma à côté de chez moi ce soir? Des informations qui concernent l'actualité et qui font que le corpus d'apprentissage en fait n'est pas du tout figé une bonne fois pour toutes, mais constamment en train de bouger. Alors, il me semble, je vais essayer de faire un test là-dessus. Alors, c'est possible que là, ça plante parce que elle n'a pas démarré, on va voir. On fait de la science, on prend des risques. Voilà. Alors là, en fait, dans l'intranet, je crois que... malheureusement. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Dans l'idée, en fait, elle est connectée aussi à une page de news. Et dans le prototype, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une sorte de watcher qui suit l'évolution des pages de l'intranet. Et quand il détecte une évolution, il va refaire un... Donc là, apparemment, elle me renvoie des messages en pagaille. Bon. L'idée, c'est que il y a un watcher qui va mettre à jour du coup sa base de connaissances par rapport à l'évolution du contenu sur la base sur laquelle qu'on regarde. Et du coup, s'il évolue, ça va être ajouté dans sa base de connaissances. Et la prochaine fois qu'on déclenche du coup le module de question answering, il va aller chercher sur le contenu qui aurait évolué. Donc, c'est possible de le faire et de le faire par exemple de cette façon. Ok. Ok, ben écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'on va s'arrêter là. Si tout le monde a faim. Pardon, j'ai il y a une question. En fait, on travaille sur un chatbot Molière à la BNF qui tente d'être intelligent, enfin un chatbot libre. Et je me demandais si l'approche multilingue pouvait servir pour le français du XVIIe et le français d'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Ouais. Alors, l'idée, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc BERT multilingue pour essayer de faire ce transfert zéro shot. BERT multilingue, s'il sait faire du multilingue, c'est parce que du coup, ils ont fait toutes les tâches de pré-entraînement du modèle en prenant tous les... Ah, zut. Ah. Ah, zut. Si je t'entends, Wissam, il y a un petit problème de connexion là. Moi, j'ai pas de problème. Vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon, tu peux parler, je pense. Donc, je reprends. Donc, je disais BERT multilingue. Donc, on utilise lui pour l'approche de transfert d'un langage à l'autre. Et s'il fonctionne bien en multilingue, c'est parce qu'il a été pré-entraîné sur plusieurs langages, et notamment sur les corpus, sur les Wikipédia de ces différents langages. Donc, avec du français, j'imagine, moderne. Et du coup, s'il transfère de l'anglais au français, il sait le faire sur la base de l'anglais actuel et du français actuel. Et je ne sais pas, du coup, sans doute qu'en suivant la même approche de pré-entraînement, si vous avez plein de corpus en français et en français ancien ou en Molière, de faire en fait déjà un premier... on peut repartir du BERT multilingue existant et d'ajouter un petit pré-entraînement supplémentaire, peut-être sur ces différents corpus, et ensuite entraîner sur du question-réponse ou de je ne sais quelle tâche sur du français moderne, et peut-être qu'il serait capable de généraliser à Paris. Eh ben, merci beaucoup, Wissam. J'espère que ça répond à la question. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas du tout. Après, il faut essayer, quoi.
Bon, bah, écoutez, je sais pas, Merci. je propose qu'on s'arrête là peut-être. Encore merci beaucoup Wissam, vraiment, c'était une présentation que j'ai trouvée extrêmement intéressante et claire. J'espère que ça a intéressé tout le monde. Et du coup, je propose qu'on arrête là le séminaire et voilà. Et on vous donnera, comme disait Jean-Philippe, des informations bientôt sur la prochaine séance. Ou peut-être Super. qu'on parlera justement aussi de langues un peu anciennes. En effet. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et n'hésitez pas à, voilà, à vous connecter soit sur des réseaux LinkedIn et compagnie ou à m'envoyer des mails sur le mail qui s'affiche là. Merci. Seulement. Bientôt, bonne journée à tout le monde, bon week-end. Au revoir. Au revoir.